Merci d'être ici pour cette conférence de Michel Berger-Franceschi consacrée à Surcouf. Est-ce que c'est bon le son là? Oui, ça va? Ok, super. Donc Michel Berger-Franceschi, vous êtes fatalement historien, professeur émérite des universités, vous avez été absolument partout, vous êtes spécialiste de l'histoire de la marine, de la Corse, c'est moins connu mais aussi de généalogie, et on va en parler parce que ça fait partie aussi de ce livre. Vous êtes l'auteur de plus de 70 livres, dont la plupart d'entre eux font référence sur des sujets aussi divers que, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, évidemment, un dictionnaire d'histoire maritime qui a été un best-seller, un Nostradamus, un Colbert, un Pascal Paoli, un Ninon de l'Enclos, une histoire du port royal de Toulon. La liste pourrait être longue. Et d'ailleurs, elle me fait dire qu'en plus d'être historien, vous êtes un honnête homme, du coup, avec des sujets pareils. Et vous avez publié, en début de cette année 2022, cette nouvelle biographie de Surcouf, que par ailleurs j'ai eu le plaisir de publier. Alors, c'est une biographie qui a une particularité qui est sa forme, parce que le fond des livres, c'est une chose, leur forme compte énormément aussi, puisque la forme, c'est la mise en scène, c'est l'organisation du savoir, c'est la sélection qu'opère un historien, et celui-ci a une forme très particulière parce que il accorde une grande place au contexte. Et d'ailleurs, il me fait penser à ce qu'avait fait Stendhal avec sa biographie avortée de Napoléon, où en fait, il avait pris le contexte comme décor, il avait fait de Napoléon son personnage principal. Eh bien, je crois que vous avez fait avec la fin du XVIIIe et le début du XIXe exactement la même chose, sauf qu'évidemment, il s'agit du monde corsaire et de la France, et de Surcouf comme personnage principal. Alors, j'aimerais donc que vous nous parliez une seconde de cette forme quasiment thématique que vous avez choisie. Eh bien, nous allons commencer par ça. Merci beaucoup au public qui est nombreux. Merci mesdames, merci monsieur, et merci à mon éditeur. Le contexte pour écrire une biographie, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose de capital. Un personnage en lui-même, à part un grand politique, vous venez de citer Colbert, Colbert, il s'intéresse à tout. On a encore les forêts de Colbert, la création de la marine, on a la création du château de Versailles. Donc on peut faire une biographie de ce style. Un officier de marine, c'est assez pauvre en soi, parce qu'il embarque, il débarque, il embarque, il débarque. Et personne ne va lire 350 pages sur la carrière d'un professeur d'université. Il entre, il fait cours, il sort de l'amphi, il recommence, un médecin, il soigne, il sort, etc. Le médecin meurt ou le patient guérit, et puis c'est tout. Et il est donc important, quand on étudie surtout l'Ancien Régime, où il n'y a pas les anciens de l'école navale, les anciens de Polytechnique, les anciens de l'ENA, la société des agrégés, de remettre le personnage dans son milieu, ou plus exactement dans ses milieux. Vous avez un milieu géographique, les Surcouf, tout le monde vous dit Malouin. Dès que l'on dit Surcouf, je suis persuadé que vous êtes tous là en train de penser à un Breton immédiatement et à un Malouin. Les Surcouf, ce sont des Normands à l'origine qui sortent de la basse Normandie, de la base du Cotentin. Et ce milieu géographique, il faut le doubler d'un autre milieu, qui est le milieu familial. Parce qu'il n'y a pas d'autre formation à l'époque. Il n'y a pas l'école navale, il n'y a pas d'école pour devenir pirate ou d'école pour devenir corsaire. Et donc, c'est la famille qui joue un rôle essentiel. Et donc, moi, pour tous mes personnages, que ce soit Colbert, Duquesne ou Ninon de l'Enclos, j'aime les resituer dans ce contexte parce qu'en plus, ça nous montre qu'existe une méritocratie sous l'Ancien Régime, parce qu'un personnage, on se pose une question, il y en a plein des marins malouins à l'époque où Surcouf est né à Saint-Malo en 1773, exactement un siècle après du Gué-Trouin. Il y en a plein. Pourquoi celui-là est devenu Surcouf? Pourquoi celui-là crève l'écran alors qu'il a eu plein de petits copains qui avaient 10 ou 12 ans en même temps que lui, et eux ne sont pas devenus de grands personnages, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de film, il n'y a pas de biographie sur eux, par exemple. Donc, ce que j'aime faire, ce sont les motivations. Je vous remercie, Michel, pour cette réponse très explicite.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Surcouf a la grande particularité d'avoir traversé tous les régimes à l'origine de l'effondrement de l'ancien et à l'origine du nouveau. C'est-à-dire évidemment la monarchie, fatalement les années de la Révolution française, le consulat évidemment, l'Empire et puis la Restauration évidemment. Une première question, donc c'est une biographie d'un homme positivement entre deux mondes, qui du coup a dû quitter l'ancien, épouser le suivant, a priori avec une certaine aisance, parce qu'il a terminé sa vie très riche. Mais après tout, Surcouf est un corsaire, c'est un marin, et donc j'aimerais que vous nous expliquiez très simplement la course exactement, qu'est-ce que c'est, pourquoi elle apparaît, et surtout, concernant notre amie, et on verra ensuite pourquoi c'est utile, pourquoi elle disparaît. La course des corsaires, c'est quoi ? Alors, la course, c'est une occupation qui recouvre deux aspects. Il y a un aspect matériel, ça rapporte de l'argent. Surcouf, lorsqu'il mourra en 1827, laissera à ses enfants une fortune égale à 5 fois le château de Combourg. Donc le château de la famille de Chateaubriand. Donc il faut se représenter la fortune que ça pouvait être. Et la deuxième chose, la course, Jean Bart, du Guay-Trouin, Abraham Duquesne, ça apporte aussi la gloire. Et donc quand on étudie un personnage, on veut chercher les motivations de ce personnage. Pourquoi Surcouf, il est devenu Surcouf? Et donc ça, c'est la généalogie qui vous l'apprend. Vous avez eu la gentillesse, Arthur, de faire allusion à tout ce que j'ai pu faire en généalogie. Les Surcouf, à l'origine, ce n'étaient pas des corsaires, c'était pas vraiment même des marins. Le premier, 1642, Robert Ier, c'est un pauvre Normand, c'est quelqu'un qui ramasse du sel le long des plages de Normandie, dans un pays de carbouillon. Vous savez que si on ramassait du sel à cette époque de Gabelle, eh bien, on pouvait en garder le quart pour soi, on donnait le reste au roi, et qui percevait un impôt, la gabelle. Et donc, ce premier Robert Surcouf, il était plutôt dans la grande misère. Il est d'ailleurs mort à l'hôpital de Saint-Malo, très âgé, en 1690, 50 ans après son arrivée à Saint-Malo, avec un enfant bébé à la mamelle, qui était Robert II. Mais on peut progresser sous l'Ancien Régime. Dans tous vos livres de quatrième, vous avez appris la noblesse avait tous les droits, le clergé, 5% de la société, puis le peuple avait droit à rien. Et les Surcouf, justement, grâce à la course, ils arrivent à cette fortune considérable. Et à la deuxième génération, le fils de ce Robert Ier, il est calfa. C'est déjà un petit travail, c'est un ouvrier qui calfate donc entre les planches des navires, il met des restes de cordage, des restes de caleçons, de tricots de corde, des marins, de voiles, de façon à ce que les planches soient bien jointes et que l'eau n'entre pas dans le bâtiment. Et puis après on calfatait, c'est-à-dire qu'on mettait du goudron. Bon, c'est donc déjà un métier maritime. À la troisième génération, Robert III, eh bien, il progresse, il n'est plus calfa. Il n'est pas encore corsaire, mais il est pilotin à l'âge de 10-12 ans, puis pilote, puis lieutenant sur un bâtiment marchand, puis maître de pilotage, ce qui montre qu'on peut progresser et on va enseigner le pilotage. Et à partir de la quatrième génération, Robert IV, on va faire la course, c'est-à-dire qu'on reçoit une lettre de marque d'un souverain, que ce soit Louis XIV en l'occurrence, ou le souverain d'Angleterre, le souverain espagnol, qui vous permet d'armer en course, donc c'est une opération légale, pour aller courir su à l'ennemi et s'emparer de bâtiments marchands de la puissance ennemie. C'est exactement un acte de piraterie. La technique, elle est la même, c'est l'abordage. Vous lancez les grappins, vous approchez du bâtiment anglais, hollandais ou espagnol, vous tirez sur les grappins, donc vous vous approchez de lui. Le corsaire, il est grand. Je suis allé voir il y a 20 ans le squelette de Jean Bart, 2,02 m à la cathédrale Saint-Édouard de Dunkerque. Le bastingage du bateau, il est là, 1 mètre, 2,02 m, ça fait 3,02 m. Le bras en l'air, 4,02 m, la hache d'abordage au bout, 5 mètres,
Surcouf était grand, Jean Bart était grand, Duguay-Trouin était grand. Un type de 5 mètres face à quelqu'un qui est au sol sur son bateau et qui voit cette espèce de monstre, c'est Obélix dans Astérix, lorsqu'il prend les pirates. Bon. Donc c'est un pirate légal. Le pirate a la même technique d'abordage, mais il travaille illégalement en période de paix. Il peut prendre des bateaux, amis ou ennemis, et ça c'est quelque chose dont on n'a plus conscience aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un corsaire breton ou un marin breton s'emparait de bâtiments marchands normands en disant on ne parle pas la même langue. Le Diepois, il est protestant. L'habitant de Lorient ou de Brest, il est catholique. Donc non seulement on n'a pas la même origine, les Bretons ne sont pas normands, mais en plus on n'est pas de la même religion. Et donc la course et la piraterie, c'est la même occupation, c'est la même technique d'abordage, mais s'il est fait prisonnier de guerre, comme c'est un marin légal, il est fait prisonnier de guerre, le corsaire, alors que le pirate, lui, est pendu haut et court à la plus haute vergue de son vaisseau. Et donc, Surcouf n'est pas un pirate, il en a toute la technique, il en a toutes les audaces, mais c'est un corsaire. Merci Michel pour cette réponse très claire. Alors du coup, on continue là-dessus. Qui donc, Surcouf, a-t-il servi en tant que corsaire? Des lettres de qui avait-il? Quel régime a-t-il servi? Et comment l'a-t-il exercé? Évidemment, on pense spontanément à Napoléon, car on sait que la vie de ces hommes se sont croisés. On reviendra ensuite sur la question de leur éventuelle relation. Mais qui a-t-il servi et comment? C'est illustré dans certaines batailles tout à fait décisives. D'où vient sa gloire contemporaine, j'entends? Oui, sa gloire contemporaine, et je remercie Arthur d'avoir trouvé le titre du bouquin. Parce qu'il y a eu des biographies anciennes de Surcouf. Alors Surcouf, le roi des corsaires. Et quand on écrit des bouquins, il faut quand même faire très attention à l'emploi des mots. Parce qu'un mot, ça recouvre quelque chose. Et le roi des corsaires, c'est top niveau. Il est au-dessus de tout le monde. Et alors, c'est pas gentil. C'est pas gentil par rapport à Jean Bart. Parce que Jean Bart, qui est un type extraordinaire, n'a pas laissé une fortune égale à 4 fois le château de Combourg. Jean Bart, il est mort sur son navire en rade de Dunkerque, en pleine guerre, en 1702, au début de la guerre de succession d'Espagne, et il est mort, et ça j'y suis très attaché, peut-être par profession moi-même, à l'État. Jean Bart est devenu capitaine de vaisseau du roi, c'est assez émouvant, en 1689, c'est émouvant pourquoi? Parce que son père était pêcheur, sa mère était veuve, elle a été obligée de vendre en viager le minuscule quart de sa maison à Dunkerque pour payer l'uniforme de son fils de capitaine de vaisseau du roi. C'est un beau geste. Duguay-Trouin, pareil, c'est un petit cousin de l'arrière-grand-mère de Surcouf, un siècle avant. Sa mère est veuve d'un petit armateur malouin, il meurt officier général de mer. Donc ce sont des gens qui ont servi l'État, qui ont servi dans les deux cas, que ce soit Jean Bart, que ce soit Duguay-Trouin, qui ont servi Louis XIV. Surcouf, pour répondre à votre question, j'ai presque tendance à dire qu'il s'est surtout servi lui-même. Parce que Napoléon Bonaparte a besoin d'officiers de marine dès le consulat. Il faut bien voir que la marine royale s'est évaporée dans l'émigration. Quand vous regardez le grand panneau qui existe aujourd'hui au château de Vincennes, qui vous donne la totalité des officiers des vaisseaux du roi au 1er janvier 1789, vous en comptez 1657. En fait, c'est 1656, puisque la Pérouse est mort depuis quelques mois, mais personne ne le sait. Mais il est toujours recensé en 89. Sur 1657, vous en avez 1200 qui sont partis en émigration en 1792 dans l'armée des princes, à Coblentz, dans les affaires de Quiberon, etc. Lorsque le pauvre Bonaparte arrive de sa campagne d'Italie, on est le directoire, le consulat, il n'y a plus d'officiers de vaisseau. Il reste des anciens officiers de la Compagnie des Indes, des officiers marchands, des officiers au commerce, etc. Et Bonaparte dit à Surcouf,
eh bien, entrer dans la marine. Et d'ailleurs, lorsqu'il va devenir empereur en 1804, il va donner à Surcouf la Légion d'honneur. Il appartient à la première génération et à la première promotion qui ont le ruban rouge, qui remplace l'ancien ruban rouge qui était l'ordre royal et militaire de Saint-Louis qui avait été créé en 1694. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Bonaparte fait, et puis Napoléon, il fait ce qu'il peut pour l'amener au service de l'État. Et Surcouf ne sera jamais ni au service de la marine de Louis XVI, quand il est jeune, il a 16 ans en 1789, et il est absent. Il est absent en 1789, le 14 juillet, il est déjà dans l'océan Indien. Et puis, 1798 à Boukir, il n'y est pas, il est toujours dans l'océan Indien. J'aurais aimé à certains moments dans le bouquin qu'il soit à Trafalgar, et il n'y est pas, il est dans l'océan Indien. Et donc c'est quelqu'un qui sert, mais le roi des corsaires, ça m'embêtait pour ça, parce que c'était une offense, je trouvais, à Jean Bart et à Duguay-Trouin ou à Abraham Duquesne du temps de Louis XIII et de Louis XIV. Et Arthur dit, avec vraiment la lumière de l'éditeur, il faut le dire, la fin du monde corsaire. Et c'est vrai, on est en pleine fin du monde corsaire. Pourquoi? Parce qu'il a 16 ans en 89. Il arrive à 20 ans, 21 ans en 1794, au moment où la Convention dit la course, c'est quand même la dernière occupation barbare qui existe. Parce qu'on se jette en étant armé avec l'autorité de l'État sur un bâtiment marchand qui n'est pas armé. Et sur ce bâtiment marchand, vous avez d'honnêtes commerçants, vous avez des femmes, ça a été le cas d'ailleurs pour Surcouf au moment de la prise du Quinte en 1801, vous avez parfois des femmes âgées, des Anglaises septuagénaires qui sont veuves d'un officier général britannique, etc. Et donc vous vous jetez sur un bâtiment privé, sur un bâtiment marchand, sur un bâtiment où il y a des femmes, sur un bâtiment non armé, c'est donc une occupation qu'il faut supprimer. C'est donc la fin du monde corsaire, et c'est tout à fait vrai. À partir de 1794, eh bien, la course est contestée, elle finira par être supprimée. Un des grands contestateurs, ça avait été Condorcet. Condorcet, vraiment, s'était beaucoup opposé à la pérennité de la course. Et après, il faut attendre 1856, il faut attendre Napoléon III, donc quelques années après l'abolition de l'esclavage, parce que Surcouf est le contemporain de ce monde qui bascule de l'ancien régime, l'époque dite moderne, jusqu'en 1792, à l'époque dite contemporaine, à partir de la République de septembre 92 jusqu'à nos jours, et donc où il y a ces contestations, traite négrière, esclavage et course, et ces trois occupations, eh bien, sont bientôt condamnées. Elles sont dans le collimateur. Alors justement, on y vient. Donc évidemment, Surcouf va devenir, c'est un secret pour personne, un acteur de la traite négrière, appelons ça comme ça. Donc il va faire du commerce d'esclaves, dit explicitement. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe et aborder cette question avec le plus d'intelligence possible, et c'est la méthode que vous employez dans le livre, donc on va le faire exactement de la même façon ici. Ce livre, c'est aussi un portrait de la fin du XVIIIe et qui corrige un certain nombre de stéréotypes qu'on peut avoir sur le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est évidemment, dans sa deuxième moitié, une course à la connaissance. C'est évidemment une croyance profonde en le ou les savoirs. Mais c'est aussi un moment néanmoins d'ignorance totale de ce qu'est l'autre monde, c'est-à-dire le monde qui n'est pas occidental, le monde qui n'est pas européen de l'Ouest, et donc une population qui parfois, tout en étant socialement tout à fait élevée, cultive des points d'ignorance et des stéréotypes, aussi au fond bêtes qu'aberrants. Et vous faites un chapitre, ou en tout cas une sous-partie considérable sur, par exemple, l'idée qu'on a en France, y compris dans des milieux dits éduqués, de l'Afrique. C'est quoi l'idée que ces gens-là ont de cet autre monde? Au fond, quelle est leur perception de l'altérité? Alors, j'ai écrit ce livre, donc, l'année 2021. C'est quoi 2021? C'est le bicentenaire de la mort de Napoléon, le 5 mai 1821. Et bon, j'ai fait beaucoup de bouquins, comme Arthur l'a signalé, dont Une enfance corse de Napoléon,
Et donc, je fais tous les étés, en hiver aussi, mais surtout l'été, une quinzaine de conférences en Corse. Et 2021, forcément, en Corse, sur Napoléon. Et en 1969, au moment du bicentenaire de la naissance de l'empereur, les gens à Ajaccio, à Bastia, mais surtout à Ajaccio, ils étaient plutôt favorables à l'empereur. Et puis 50 ans se passent, et à l'issue de chacune des conférences, la question qui revient, comment on peut faire des conférences sur Napoléon qui a rétabli l'esclavage? Et donc j'ai pris cet exemple de Surcouf qui a été capitaine négrier, pas du tout pour justifier l'esclavage, rassurez-vous, mais sans donner de justification, bien entendu. Il faut toujours donner des explications à tout le monde, notamment aux étudiants. Ça a été mon métier pendant 42 ans. Ce matin, et peut-être tout à l'heure, à 13h, en sortant de table, vous avez sûrement pris un café, plusieurs parmi vous, et c'était bon. Et donc, si vous aviez vécu sous Louis XIV, comme Madame Palatine, belle-sœur de Louis XIV, ce matin, vous auriez pris une bonne choucroute à 5h du matin, en été, à 6h en hiver, avec une grande chope de presque 1 litre de bière. Ça aurait été votre petit déjeuner. Et si vous n'aviez pas été la Palatine, mais si vous aviez été un paysan, comme 95% des Français en 1700, au nord de la Loire, vous auriez pris votre soupe aux choux, comme tous les matins, avec des feuilles de choux dans de l'eau chaude, de grandes tranches de pain rassis de 2 ou 3 jours, que l'on mettait à tremper dans la soupe. Au nord de la Loire, vous auriez mis du lait. Et puis au sud, vous auriez mis du vin et parfois des olives noires, comme le faisaient déjà les Romains il y a 2000 ans. Et le petit déjeuner, c'était ça. Et donc, le premier café, ça vous le savez tous, bon, c'est le Procope à Paris, c'est le premier café qui existe toujours. Parce que le premier café, lui, a disparu, il s'était installé à Marseille dès 1642. Et donc, ce café, c'était un peu amer, c'était pratiquement un médicament. Et donc, on y ajoutait du sucre. Ce sucre tout blanc, comme le disait Jean Meyer dans son Histoire du sucre, qui a fait couler la sueur de tant de Noirs sur les plantations de Martinique et de Guadeloupe qui avaient été prises par Richelieu dès 1635. Et ça a donné donc notre café aujourd'hui sans sucre ou avec sucre. Et donc, une civilisation est apparue parce que il n'y avait pas de cafetière. Vous voyez jamais une cafetière Henri IV ou une cafetière Louis XIII chez un antiquaire. Et vous voyez des cafetières Louis XV et Louis XVI. Et la cafetière, c'est chaud. Il faut la tenir. Donc, il y a un manche qui est parallèle au récipient. Si c'est une chocolatière, il y a un manche en ébène qui est perpendiculaire au récipient. Et donc, comme c'est chaud, il faut les poser. Et puis ce soir, quand vous serez sorti d'ici, dans la soirée, vous regarderez la télévision et vous poserez votre apéritif sur une table basse de salon. Et la table basse de salon, c'est quoi? C'est l'héritière du guéridon Louis XV, que l'on appelle encore chez les antiquaires une table bouillotte, parce qu'on y mettait des produits qui étaient chauds. Et ces cafetières, ces soucoupes, ces tasses, ces sucriers, tout ceci fait marcher une industrie de la faïence, de la porcelaine. Les orfèvres font toutes ces pièces de forme. Les pinces à sucre, non, il faut attendre le 19e. Et on les pose sur cette table en marbre pour que le bois ne soit pas abîmé par la goutte du café qui tomberait sur le bois de rose que l'on utilise beaucoup au XVIIIe siècle. Et puis autour, pour que la cafetière ne tombe pas, vous avez une petite guérite en cuivre ou en bronze autour. Et puis, si vous avez une vieille maison de campagne, vous avez des chaises, non pas comme celle-ci, mais des vieux fauteuils, et vous remarquez que sous vos fauteuils, vous avez deux roulettes sous les pieds de devant, et vous n'en avez pas sous les pieds de derrière, parce que s'il y en avait derrière, évidemment, on tomberait en s'asseyant. Donc, pourquoi vous avez 2 roulettes à l'avant? Vous n'avez pas ça sous les fauteuils Louis XIV ou Régence. Vous avez 2 fauteuils pour vous approcher du guéridon, de façon, avec votre tasse... Et puis vous allez fumer une cigarette qui est roulée dans du tabac, donc dans du papier très très mince. Ça faisait vivre toutes les cigarettières du Havre, les cigarettières de tous les ports. Alors quand on vous dit aujourd'hui, on n'a pas tort, mais
on ne va pas assez au fond des choses, que tous ces beaux hôtels particuliers, c'est vrai, de Bordeaux et de Nantes, qui étaient les 2 premiers grands ports négriers, s'enrichissaient sur le dos de la traite. Mais pas uniquement. Ceux qui faisaient les soucoupes, les tasses, les cuillères à café, les cafetières, les cigarettes, etc., ils vivaient tous de la traite négrière. Et donc, je ne dis pas ça pour la justifier, mais je dis ça pour l'expliquer, parce que je n'aime pas l'expression « Napoléon a rétabli l'esclavage ». Si on est de bonne volonté et proche de l'authenticité, on devrait dire « Napoléon a été contraint de rétablir l'esclavage ». Parce que moi, en début de carrière, j'étais jeune prof au Havre, au lycée François Ier, et donc au Havre, en 1794, lorsque l'Assemblée nationale envisage un coup d'abolir l'esclavage, mais pas la traite, ou au contraire la traite, mais pas l'esclavage, ce qui est très compliqué, parce que s'il n'y a plus de traite, comment les esclaves, en dehors de la reproduction naturelle, il n'y en aura plus non plus. Donc la Convention a beaucoup hésité, a pris des décrets, des contre-décrets, etc. Et un homme comme Surcouf, qui pratique la traite négrière et qui pratique la course avec une simple autorisation de commercer, il a ce que l'on appelle un congé. Un congé, c'est ce que vous avez, vous, un permis de conduire pour venir jusqu'ici. Eh bien, un congé, c'est tout simplement l'autorisation avec un bateau de sortir d'un port français pour aller ailleurs. C'est une autorisation de l'État. Et donc, les gens comme Surcouf, ils n'ont pas de radar, ils n'ont pas de GPS. Les ordres que donne la Convention, ils arrivent dans l'océan Indien à Port-Louis à peu près 120 jours, 110 jours plus tard. Quand vous avez des décrets qui se succèdent et qui sont remplacés d'une semaine sur l'autre, c'était facile pour Surcouf de dire moi j'étais pas au courant, c'est quel décret qui s'applique, est-ce qu'un bateau qui est parti après peut arriver avant, etc. Ça dépend des vents en 110, 120 jours de navigation. Et ce qui va faire le succès de Surcouf, c'est d'avoir désobéi. Ça, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça sera pareil pour Nelson aussi, qui était quelqu'un qui désobéissait beaucoup à l'État. Il a désobéi, c'est-à-dire qu'en 1796, avec une autorisation simplement de commercer, il pratique et la course et la traite. Et donc, en 1794, ça devient interdit. La Convention est remplacée par le Conseil des 500. Le Conseil des 500 va convoquer à Paris Surcouf en disant « Venez, vous avez fait des prises illégales, elles sont confisquées au profit de cette République que l'on vient de proclamer le 22 septembre 1792. » Et là, la maçonnerie naissante dans l'océan Indien joue un rôle important parce que tous ces esprits éclairés appartiennent à la franc-maçonnerie dès la fin du XVIIIe siècle. L'oncle de Surcouf est vénérable de sa loge à Saint-Malo et à Saint-Louis, à l'Île-de-France, à Port-Louis, à l'Île-de-France, eh bien, il y a une loge maçonnique où tous ces armateurs sont à la fois armateurs, maçons, ce qui paraît pas tout à fait compatible, égalité, fraternité, etc., mais ils sont en même temps, par tradition, capitaines négriers. J'insiste sur tradition, parce que quand on entre dans une salle où on va parler de marins, vous avez tous pensé à Appel du large. Surcouf, c'est l'Appel du large, pas du tout. Ça fait 5 générations qu'on est dans la marine, qu'on est calfa, qu'on est lieutenant, qu'on est pilotin. Et la première à avoir pratiqué la course négrière, donc la vision de l'altérité, c'est l'arrière-grand-mère de Surcouf. C'est une femme. Ce qui corrige, mesdames, entre nous soit dit, l'image tout à fait dégradée que l'on donne de vous depuis une trentaine d'années. L'arrière-grand-mère de Surcouf, elle n'avait pas une coiffe sur la tête, elle n'était pas à genoux dans une église de Saint-Malo, c'est elle qui lance la traite négrière dans sa propre famille et qui commençait à faire fortune. Elle commence à faire fortune, son fils a fait fortune, et cette pauvre Bretonne, elle n'a jamais vu un noir de sa vie. Un port comme Dunkerque n'a vu les Noirs qu'en 1690. Ils n'avaient jamais vu un Noir. Donc, cette cargaison, le bois d'ébène, etc., on savait qu'on gagnait de l'argent, mais on ne savait pas trop ce que l'on faisait, finalement.
Et donc, le grand-père de Surcouf, grâce à la traite, a été l'un des premiers Malouins très riches. Ce qui vous explique une des motivations de Surcouf. Parce que le grand-père était très riche. Première fortune de Saint-Malo, 10% de l'armement malouin et tout. Mais il a eu 17 enfants. On est, je le disais tout à l'heure, en milieu roturier. Donc, le partage noble, que la Révolution appellera le droit d'aînesse, ne s'applique pas. Donc il va y en avoir 10 qui survivent. La fortune du grand-père, 500 000 livres. Un homme très riche. Le petit Surcouf, il passe dans les rues de Saint-Malo. Ça, c'était à mon grand-père. Cet hôtel particulier était à mon grand-père. Ses hangars, ses entrepôts, ses bateaux, ses appartements. Mais partagé en 10, le père de Surcouf, ça n'est plus que 50 000 livres. Et donc le père de Surcouf n'a plus cette fortune. D'où la rage de Surcouf, première motivation, refaire fortune. Et par conséquent, violer la loi et continuer à faire la traite négrière et la course dans l'océan Indien, où ses ancêtres ont été les premiers à aller du temps de Colbert en 1674. Et par conséquent, le Conseil des 500 le convoque en 1796. Il y vient à Paris avec un avocat qui est le frère de l'amiral Villaret de Joyeuse, avec un orateur qui appartient aussi à sa loge maçonnique, qui est le frère d'un futur général de Napoléon. Et il gagne le procès de Surcouf devant le Conseil des 500, qui a cette formule extraordinaire. Ben oui, vous avez violé la loi. Il a 25 ans, le jeune homme, même pas, 24 ans. Mais la munificence de l'État est plus importante que les lois qui sont éphémères. Donc, vous violez la loi, mais allez dire ça à un étudiant aujourd'hui. Vous violez la loi, mais finalement, continuez. À 24 ans, qu'est-ce qu'il fait? Dans les 15 jours qui suivent, il met sa maîtresse enceinte. Donc, il y a un bébé illégitime qui naît au bout de 9 mois et 15 jours, et il va continuer à violer cette loi, donc après, jusqu'à sa mort en 1827, en disant à ses marins, sortez, sortez, même en période de paix, après 1814 et après 1815, sortez, sortez, continuez la course. Donc, première motivation, il a voulu s'enrichir en pratiquant des choses qui n'étaient plus tout à fait légales, mais avec gloire, on l'a dit tout à l'heure. Et pourquoi avec gloire? Parce que quand il était enfant, il n'a pas été élevé à Saint-Malo comme tout le monde le croit, il a été élevé à Cancale, c'est-à-dire chez la mère de sa mère, qui était née Porson, très vieille famille de la très grande noblesse bretonne. Les ancêtres de la grand-mère, ils combattaient du temps de Louis XII, ils combattaient du temps de Charles VIII, à Kyo, en Méditerranée, ils combattaient les barbaresques. Et donc ce que j'aime faire dans une biographie, c'est essayer de rendre le vécu. 3 fois par jour, on mange à table. Surcouf, ses frères et sœurs, son père, sa mère, son père un peu raté, il a fait faillite. Il n'est plus un grand personnage à Saint-Malo, donc il a envie de refaire fortune. Mais ce qui est amusant, c'est d'imaginer la belle-mère, Porson. Moi, mes ancêtres faisaient ci, faisaient ça, etc. Donc cette volonté d'acquérir la gloire, cette volonté de retrouver la noblesse de la grand-mère. Le frère de Surcouf sera fait baron Surcouf en 1823 par Louis XVIII. Et donc, on comprend à ce moment-là les motivations du personnage, et ce personnage va avoir et la gloire, puisqu'on en parle aujourd'hui, et l'argent, puisque c'est ce qui l'intéressait surtout de son vivant. Donc, ce qui signifie qu'on peut donc être, donc à l'époque évidemment être franc-maçon, ça veut dire être grossièrement pour les idées nouvelles, donc avoir conscience du fait qu'a priori il y a une forme d'égalité native, et dans le même temps pratiquer avec une forme d'inconscience la traite négrière. C'est quelque chose de commun à l'époque? C'est quelque chose de commun, et là aussi, moi j'ai toujours les sabots dans la glaise quand je travaille. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est aller au contexte du document. Le document, c'est le naufrage de 1787. Surcouf, à ce moment-là, il est tout jeune, il a 14 ans.
il a un capitaine, franc-maçon, Pierre Tardivet. Ils sont sur un bâtiment en train de pratiquer une opération de traite négrière sur les côtes du Mozambique, entre l'Afrique orientale et puis Port-Louis. Et le bâtiment fait naufrage. Et vous avez donc un petit état-major sur le bateau, capitaine, capitaine en second, lieutenant, enseigne, etc. Ça fait quoi? Ça fait 20 bons hommes. Et dans la soute en bas, à fond de cale, qu'est-ce que vous avez? 650 noirs. Et donc, Arthur a raison, il dit comment ça peut être compatible, l'esprit des Lumières, la maçonnerie, l'égalité, la fraternité. Alors Tardivet, qui est le capitaine franc-maçon, Surcouf, qui va l'être bientôt, ils disent il faut libérer les Noirs, ça paraît évident. Et puis les 15 matelots, qu'est-ce qu'ils disent? Pas question, parce que si on les libère, ils nous égorgent. Et donc les 2 chaloupes qui sont à bord, ils vont les utiliser, et puis les 15 ou 20 types les plus costauds, ils vont partir avec. Donc on négocie. Et donc le capitaine et puis Surcouf disent bon, on va laisser les hommes attachés par les poignets et par les chevilles dans la soute, à la coque. On va libérer 350 femmes avec les enfants. On tient en joue les enfants, les mères ne broncheront pas. Et c'est ce qui se passe. Et avec les 2 chaloupes, on sort les femmes et les enfants du navire qui a fait naufrage, on les porte sur des récifs, et puis des récifs, on les porte sur la côte. Et alors là, on se rend compte que le métier d'historien, c'est pas facile. On les porte sur la côte. Alors, par fraternité, pour les sauver, on ne sait pas, c'est pas écrit. Ce qui est sûr, c'est qu'on les a vendus. Donc ça peut être pour les vendre, ça peut être par esprit mercantile, parce qu'il n'y a pas une assurance qui va vous rembourser, évidemment, 350 noirs. Les autres, par contre, les hommes, c'est assez éprouvant, parce que les marins les entendent. L'eau monte aux genoux, l'eau monte à la taille, puis les épaules, puis à un moment où on n'entend plus rien. Et donc, c'est difficile de savoir ce qui est du ressort de l'humanité ou de l'humanisme et savoir ce qui est l'intérêt. Et donc, effectivement, cette situation, c'est celle qui se prolonge au moins jusqu'en 1848 et même après, surtout dans un contexte où, aujourd'hui, on fait quand même une très grosse confusion entre traite des Noirs et racisme. L'important, c'était la force humaine. Et la création du port de Rochefort, ça a coûté la vie à 100 000 ouvriers du règne de Louis XIV, qui étaient tous blancs, qui étaient des gens de l'Aunis, de la Saintonge, de la Rochelle. On vous faisait construire des tours, des murs, des remparts. Il n'y avait aucune sécurité. Et donc, la force humaine était importante. Louis XV, il achetait des petites filles pour son parc aux cerfs de Versailles. Il en avait acheté entre 90 et 120 pour ses besoins sexuels. Elles étaient toutes blanches. Elles sont quand même achetées. Et donc, ce n'est pas forcément une question de couleur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on assimile beaucoup les choses, mais on s'aperçoit quand on va sur le terrain, les valets du roi allaient chercher, ils disaient à l'équivalent de nos coiffeuses, aux perruquières, etc., j'achète votre fille parce qu'elle est jolie, etc. L'essentiel, c'est qu'elle soit vierge de façon à ce que le roi n'attrape pas de maladies sexuellement transmissibles. Mais sur les galères, des tas de gens ramaient, que ce soit les galères pontificales, les galères vénitiennes, les galères génoises, les galères françaises, les galères espagnoles. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une assimilation, c'est pas du tout pour excuser les Blancs, mais on a une assimilation avec un mot de racisme qui n'existait pas sous l'Ancien Régime. Moi, ce que j'aime toujours, c'est employer les termes d'époque, parce que sinon, on extrapole et on porte des jugements sur une époque qui ne fonctionnait pas comme la nôtre. Et ça, c'est vraiment le handicap qu'il faut éviter quand on est historien. Il faut toujours se remettre dans l'époque, comment les choses se passaient au quotidien. Oui, effectivement, c'est un livre très instructif de ce point de vue-là, puisque ça permet de remettre en contexte une brutalité des rapports humains
toutes choses égales par ailleurs relativement à l'esclavage évidemment, mais qui est positivement inimaginable. Et effectivement, ce que vous rappeliez sur l'achat des petites filles par Louis XV est un exemple frappant parmi d'autres. Et c'est pour ça que c'est un livre très intéressant sur cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, souvent idéalisée parce qu'elle aboutit à la Révolution. Mais on oublie aussi qu'on n'a pas échappé qu'à la monarchie. On a peut-être mis un terme aussi à certaines choses, à certaines pratiques qui devenaient proprement décadentes et inhumaines. Vous parliez de brutalité. Il y a beaucoup de parties de ce livre, ça émaille le livre, je dirais, consacré à la difficulté, à la brutalité de la vie de la mer. Donc, ce qui va me permettre de poser deux questions en une. La première, c'est que Surcouf, comme bien des marins, doit arrêter sa carrière jeune, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que je crois, si je ne me trompe pas, qu'on arrête sa carrière aux alentours de 35 ans, à peu près. Donc voilà. Et vous parlez beaucoup de la grande difficulté de la vie d'un homme de mer, de la vie à bord, des risques qu'on encourt. Alors, ça paraît bien entendu évident. On sait tous que les bateaux disparaissent et qu'on peut terminer dans une île déserte. Mais c'est vrai que vous entrez dans le détail de la vraie difficulté de cette chose, et on se dit, au fond, qu'il y a une forme de folie dans l'idée d'aller, même s'il y a de l'argent à la clé, vivre une aventure pareille, que peut-être c'était la plus difficile de toutes, la plus risquée. Au fond, Surcouf a eu, jusqu'à ce qu'il se retire, une vie d'une difficulté hors norme. La vie des marins, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que vous voulez devenir officier d'infanterie. Ce sont des charges vénales. Vous achetez le régiment et vous êtes colonel d'infanterie. Et donc la haute noblesse achète des régiments pour ses fils. D'Estaing, par exemple, le prétendu ancêtre de Valéry Giscard, il était colonel d'infanterie à l'âge de 18 ans. Si vous êtes encore plus riche, vous êtes colonel de cavalerie, parce qu'il faut acheter aussi les chevaux. Et donc, si vous êtes duc et père de Noailles, de Montmorency, vous achetez un régiment à votre fils de 18 ans et il est colonel du régiment de la Rochefoucauld cavalerie. Vous achetez. Et dans la marine, non. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mes deux thèses, doctorat d'histoire et doctorat d'État, sur la marine, parce que c'est un corps sans vénalité. C'est le premier corps qui ait existé en France où on n'achète pas. Pourquoi on n'achète pas? Parce que personne n'a envie d'y aller. Pour la noblesse, mais c'est un renoncement épouvantable. Quand on met 3 mois pour faire Brest-la-Martinique, pas de femmes pendant 3 mois. Pas de chasse, pas de jeux. Les jeux sont interdits à bord. Le scorbut qui vous attend au bout de 68-75 jours de mer sans vitamine C, vous commencez à avoir les gencives qui se mettent à saigner, puis les dents qui se mettent à tomber. Et puis la tempête, les naufrages, la mauvaise nourriture. On embarque à bord un pain très très dur que l'on fait cuire 2 fois, d'où son nom, biscuit, parce qu'il est cuit à 2 reprises, pour qu'il ne prenne pas l'eau de mer et qu'il ne pourrisse pas à bord. Vous ouvrez un beau tonneau de salaison, vous avez un peu de viande en haut. Si vous ouvrez le tonneau à l'envers, vous avez un peu de viande en bas. Puis au milieu, le boucher, qui est très souvent un Irlandais qui exporte ses bœufs à la nage d'Irlande en Angleterre, puis que l'on achète ensuite à ce boucher irlandais en Angleterre et on transporte les tonneaux jusqu'à Brest ou jusqu'au Havre. Et entre les 2 couches de viande, il a mis la carcasse du bœuf. Vous avez les os, etc. Donc, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de fruits frais. Il y a quelques bocaux avec quelques prunes pour les blessés, du fromage de gruyère uniquement, du vin de Bordeaux, qui doit être le même pour l'équipage que pour les officiers, pour éviter les mutineries. Donc, les matelots, ils sont 800, et l'état-major, ils sont 20. On aurait vite fait de jeter les 20 officiers par-dessus bord. Et donc, c'est un métier qui est d'une difficulté extraordinaire. Les gens comme Surcouf, qui commencent leur carrière à 12 ans, ça avait été pareil pour du Guay-Trouin, ils prennent la retraite à 36, 37 ans, respectivement. Ils ont 20 ans de mer et ils disent des carrières ruinées par le service.
Et alors les femmes, vous imaginez toujours le beau surcouf avec des abdominaux en tablette de chocolat qui fait rêver dans les films d'aventure. Il est musclé, il est grand, il est bronzé, il monte à l'abordage. Et moi, Surcouf, à 50 ans, je le retrouve à Paris chez son pharmacien qui est en train d'acheter des ceintures à ventre en flanelle parce qu'il a un tour de taille d'à peu près 1,50 m. Il a visiblement un cancer de l'estomac. C'est devenu un bon bourgeois. Ça n'est plus du tout le roman de Cap et Épée. Vous le trouvez chez son bijoutier. Il achète des couverts en argent massif. Il achète un piano pour sa fille Éléonore. Il amène son fils, qui va mourir à 13 ans d'ailleurs, au collège à Paris. C'est le bon bourgeois balsacien. Mais on est obligé de se reconvertir, et Duguay-Trouin avait fait pareil dans son appartement parisien à côté de la rue de Rivoli, donc église Saint-Roch, parce que c'est un métier absolument épuisant. Et alors quand on parle de maltraitance, puisqu'Arthur y faisait allusion, un matelot fait quelques bêtises à bord, les punitions, le supplice de la cale. Alors on se dit, supplice de la cale, on le met dans la soute, on l'enferme à fond de cale. Pas du tout. On l'attache à un cordage, on le balance par le bastingage, on lui fait faire le tour du bateau sous la coque et on le remonte de l'autre côté. S'il n'est pas complètement noyé, on recommence jusqu'à 3 fois. En général, à la 3e fois, on remonte le cadavre. Et s'il est mort, on le jette du côté droit, puisque c'est du côté tribord que l'on doit jeter les cadavres, le côté bâbord étant celui où on jette les ordures, donc du bâtiment. Mais sur les bateaux corsaires, sur les bateaux pirates, vous avez des officiers, j'en ai trouvé quelques-uns, qui vous plantent sous les ongles des espèces, il n'y a pas d'allumettes, mais des morceaux de bois que l'on enflamme ensuite. Et donc, la brutalité, dont Arthur vient de parler, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas du tout dans notre sensibilité d'aujourd'hui. C'est ça qui est quand même important pour comprendre une époque. Je prends des exemples, quelle que soit la société. Quand j'étais très jeune, j'avais fait un bouquin sur les mémoires du marquis de Villette-Mursay. Le marquis de Villette-Mursay, c'est un illustre inconnu, ça n'a pas fait du tout un tabac en librairie, mais c'était le cousin germain de Madame de Maintenon, et son fils est blessé au combat à l'âge de 10 ans. Madame de Maintenon écrit donc à la marquise de Villette-Mursay: « J'ai une nouvelle formidable à vous annoncer, c'est magnifique, c'est merveilleux, votre enfant a été blessé au combat. » Il ne reviendrait à personne à l'esprit aujourd'hui, à une mère normale, d'écrire « Mon gamin qui est en CM2 a été blessé à la guerre, c'est génial ». Mais c'était perçu comme génial parce qu'elle finit sa lettre en disant « Maintenant, son nom sera connu de Sa Majesté ». Et donc, on est dans une autre civilisation. Jean Bart, sur ses bateaux, il attachait son fils de 10 ans au mât, au grand mât, avec une corde, en lui disant ça va lui apprendre à résister à l'ennemi sous le feu de la mitraille, ça lui apprendra à vaincre la peur. Et donc, on ne peut pas juger une époque si on n'entre pas vraiment dans les détails de cette époque. Par exemple, j'ai trouvé les 2 oncles de Surcouf, ils étaient comme son père, c'est des gens qui n'ont pas fait la fortune du grand-père du tout, et par conséquent, la grand-mère Porson, elle devait dire à son gendre, vraiment, ma fille a fait un mauvais mariage, parce que vous et vos frères, alors vraiment, bon. Et en effet, un des frères se marie, sa femme c'est la marraine de Surcouf, il fait faillite comme le père de Surcouf, et ça c'est quand même formidable pour le fin de 18e, le couple se fait testament au dernier des vivants à la demande de la femme, qui doit lui dire, tu es en train de nous ruiner, donc au moins sauvons ma dot. Et en effet, il meurt. Et ça, c'est formidable pour l'historien, c'est d'entrer dans les familles. Et pour rentrer dans les familles, les contrats de mariage et les testaments, les inventaires après décès. Et vous avez donc les 9 frères et sœurs survivants, donc les oncles et tantes de Surcouf, tout le monde arrive chez le notaire et tout, le frère est mort, on va hériter. Et la veuve, elle est là avec le notaire, elle dit voilà, donation au dernier des vivants, le peu qui reste, tout est à moi. Et alors on les voit qui reviennent à la charge 15 jours après, la succession et tout, et cette fois-ci elle met tout le monde à la porte.
Bon, et l'autre frère, et c'est là qu'il faut vraiment connaître la terminologie du XVIIIe siècle, l'autre frère, sa femme l'a mis dehors, et il est allé habiter à un étage inconvenant à une personne de son état. Et alors là, il faut avoir une certaine pratique des archives, inconvenant à une personne de son état. Parce que la famille Surcouf, du temps du grand-père, elle avait un certain état. Donc si on appartient à un certain état, on doit acheter ce que vous voyez dans le Figaro en ce moment, à vendre, appartement étage noble, c'est-à-dire le deuxième. Or, cet oncle, il est monté habiter à un 4e étage à Saint-Malo. Et donc c'est inconvenant pour quelqu'un d'une bonne famille, parce qu'au 4e, il y a les curés, les étudiants et les domestiques, et puis c'est tout. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, de montrer le vécu, le quotidien d'un groupe social, les corsaires, d'une famille, sa progression. Et le livre peut paraître surprenant parce qu'il commence par l'enterrement de Surcouf. Et je l'ai fait souvent, je l'ai fait aussi dans une biographie de Duquesne. Lorsque la personne est morte, c'est fini. Donc on a le bilan d'une vie. Et cet enterrement, c'est extraordinaire parce qu'il est franc-maçon, les frères Lamennais assistent aux obsèques, les écoles chrétiennes. Pourquoi? Parce que Surcouf a épousé non pas la maîtresse qu'il avait mis enceinte, mais la fille du maire anobli de Saint-Malo, anobli en 1786 par Louis XVI, et elle est la sœur des frères Lamennais, et par conséquent, la Révolution a disparu. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable dans le bouquin, c'est qu'on finit en 1827, la fille de Surcouf est comtesse de Bellevue, la sœur est comtesse de ceci, l'autre fille a épousé un gentilhomme de très vieille noblesse bretonne, les Kerven de Kerlus. Et on a gommé la Révolution et il devient propriétaire de presque 1000 hectares de terre en Bretagne. Et quand on finit un bouquin, il y a des questions que l'on se pose, toujours. Si Surcouf revenait, est-ce qu'il me dirait, mais ça ne va pas du tout, j'ai jamais été comme ça. Alors ça, c'est toujours la question angoissante. On se dit, est-ce que j'ai vraiment rendu l'authenticité du personnage? Je suis allé chercher son arrière-arrière-arrière-grand-père en 1642 dans le Cotentin, mais est-ce qu'il savait qu'il sortait de là? On peut se poser la question. Et là, on a le coup de chance. Le coup de chance, c'est qu'il achète dans le patelin de cet arrière-arrière-arrière-grand-père de 1642, il achète le château. Donc il est dans l'esprit de revanche. Mon ancêtre, là, il ramassait du sel sur les plages pour survivre avant d'aller mourir à l'hospice. Eh bien, je rachèterai le château avec les 200 hectares qui sont autour. Donc il le savait. Et ça, ce sont les récompenses que l'on a dans les archives. Merci beaucoup, Michel. On arrive à la dernière question avant de laisser la parole s'il y a des questions au public. Finalement, là, vous venez de le dire, la vie que vous dessinez, elle est passionnante parce qu'il a une vie rocambolesque, inattendue, mais finalement, elle ressemble à d'autres vies. Il est caractéristique d'une classe sociale, d'une géographie, et finalement, en soi, il n'est pas si singulier. Et pourtant, évidemment, quand on parle de piraterie ou de corsaire dans un dîner en France, on pense immédiatement à Surcouf. Alors du coup, ma dernière question est très simple, c'est pourquoi est-ce que Surcouf est passé à la postérité? Comment est-ce que c'est devenu, au fond, une personne populaire, un personnage populaire? Quelque chose qui s'est d'ailleurs complètement détaché de sa vraie vie, en fin de compte, quoi. Il y a deux événements. Un, il est au-dessus des lois. Donc, dès 1796, la presse parle de lui. C'est déjà un homme de médias. C'est le Courrier de Madras qui va lancer le personnage en disant il y a un jeune homme de 24 ans qui a fait des prises considérables. Donc, il a la presse pour lui, il est hors la loi, mais la presse le soutient. Il dit bah oui, il y avait des femmes à bord, elles ont été respectées, on leur a pas volé leurs bijoux. Donc, la presse, le Courrier de Madras, dans l'océan Indien, le soutient. Le deuxième événement, c'est celui que vous connaissez tous, c'est la prise du Kent. Il a pris, en 1801, un gros navire marchand, un Indiaman, plus gros que le bâtiment qu'il commandait. Et donc, cette prise du Kent, ça a été la gloire à partir de 1801, d'où la Légion d'honneur en 1804. Mais évidemment, quand on regarde là aussi dans les faits, ce que disait Condorcet est vrai. On s'est jeté sur le Kent
On a tué évidemment le capitaine, qui est un capitaine marchand, qui a été couvert d'éloges et de larmes dans la presse britannique que j'ai regardée de l'époque. Ce que l'on disait de ce capitaine, c'était un bon officier de marine, un bon père de famille, un bon époux, un bon fils, etc. Bon, on l'a tué. On a tué une grande partie de l'équipage qui était avec lui. Et ça justifie quelque part cette petite suppression de la course progressive pendant les 40 ans qui ont poursuivi. Mais ce qu'a créé Surcouf, ce sont ces deux événements, parce qu'il a beaucoup de bravoure, ça c'est certain. C'est un homme qui est doté d'un sens du commandement, ça aussi c'est certain, puis alors des phrases très très courtes, vraiment quelques mots, sortez, faites ci, faites ça, c'est pas du tout un littéraire. Il a été un bonapartiste, c'est certain aussi, alors on a brodé beaucoup de choses, comme toujours, autour d'un personnage. Vous avez des gens comme Guerneret, qui est le grand peintre donc, qui est connu de Marine, et une fois que Surcouf est mort, il va lui survivre une vingtaine d'années, donc c'était facile de dire j'étais avec Surcouf, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça c'est classique, et c'est pour ça qu'il faut toujours beaucoup se méfier des mémoires, surtout quand les autres sont morts, parce qu'ils ne peuvent pas dire le contraire. Donc j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis il y a eu aussi beaucoup de côté rocambolesque, comme Arthur le dit à l'instant, parce que le petit-neveu, qui était sous-préfet en plus à Saint-Malo, et qui s'appelait aussi Robert Surcouf, avait fait une biographie. Et donc, si vous ne mettez pas le milieu, et il a eu la décence peut-être de ne pas parler de sa famille, etc., on est obligé de mettre autre chose. Et donc, on ne peut pas mettre « il embarque, il débarque, il embarque, il débarque ». Donc, on est obligé de dire il y avait un requin qui allait attaquer l'embarcation sur laquelle il était. Alors, il a jeté un savon dans la gueule du requin, donc qui s'est mis à faire des bulles, qui est parti, etc. C'est quasiment le dessin animé. Mais on a fait énormément comme ça d'histoires totalement apocryphes qu'on ne trouve pas du tout dans les archives. Et mon bouquin, là, il doit beaucoup à un certain monsieur Toussaint, qui avait été archiviste dans l'océan Indien il y a de ça une cinquantaine d'années, et qui avait pu donc faire des publications de sources, tout simplement, d'archives. Et puis il doit beaucoup aussi à la découverte de 4500 documents dans un grenier à Saint-Malo, dans une vieille malouinière, et les propriétaires donc en ont fait don à la municipalité de Saint-Malo, ce qui permet, pour employer un mot à la mode, de revisiter, comme on le dit aujourd'hui, la biographie d'un personnage. Michel, il est 17h57, donc nous sommes parfaitement dans l'horaire. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Merci. S'il y a des questions, signalez-vous. Sinon, s'il n'y en a pas... Ah, monsieur, je pense qu'on va vous apporter... Vous avez levé la main ou je rêve? Non? Oui? Oui, oui. Normalement, quelqu'un devrait vous apporter un micro, je pense. Voilà. Oui, bonjour, bonsoir. C'est pas vraiment une question. Je évoquais un dialogue sans doute apocryphe entre un officier anglais qui avait été vaincu par Surcouf et lui-même. L'officier anglais aurait dit à Surcouf, vous les Français, vous vous battez pour l'argent, nous les Anglais pour l'honneur. Et Surcouf aurait répliqué, chacun se bat pour ce qui lui manque. J'aime bien, j'aime bien. Oui. Alors, on n'a évidemment aucune trace archivistique de ce dialogue entre l'anglais et Surcouf. Par contre, on peut penser que plusieurs officiers généraux français ont pu le dire à Surcouf. Vous avez une lettre en particulier du gouverneur de l'océan Indien, gouverneur français, qui est monsieur Decamps, donc comme la ville de Caen. Et monsieur Decamps, il n'aime pas beaucoup Surcouf. Et il le fait savoir, donc en haut lieu, il le fait savoir à différents ministres, il le fait savoir à Decrès, et il dit quand même, Surcouf, c'est un particulier. Et c'est vrai que c'est un particulier, c'est un négociant, c'est un armateur. Il va devenir ensuite propriétaire d'une dizaine de bâtiments armés en course à Saint-Malo. Et donc, Decamps, bon, qui est un général, comme aujourd'hui, si vous voulez, Decamps, c'est un officier général qui doit avoir l'équivalent de 5 000 € de solde, et puis c'est pas avec ça qu'on achète 4 châteaux de Combourg. Et donc, la différence entre le privé et le public, elle est là.
Et M. Decamps dit au ministre, nous on risque notre peau, nous on est vraiment des officiers combattants et tout, et ce particulier il transporte des marchandises et finalement il s'intéresse surtout à lui, alors que nous nous intéressons surtout au pays. Et donc cette phrase de l'anglais, on ne la trouve pas sous la plume d'un anglais, mais la lettre de Decamps est pratiquement transposée là-dedans. Ça c'est vrai. Oui ? Peut-être le micro à monsieur, parce que j'ai entendu que vous habitiez Cancale. Voilà, c'est ça. Je vous envie, mais je n'ai pas entendu la suite. Non, ce que je dis, en fait, j'étais à Nantes avant, donc j'ai beaucoup travaillé sur la traite. Je connais assez bien la traite. Et le côté traite de Surcouf, il est généralement gommé complètement à Saint-Malo. Il y a une histoire officielle de Saint-Malo, et évidemment, on ne parle pas de la traite. Et Surcouf, je me suis toujours demandé pourquoi cette espèce de mythe. Et là, vous m'avez apporté beaucoup de réponses. Et Merci. là, je vous félicite. Si vous allez un jour à Cancale, vous verrez, ou à Saint-Malo, dans toutes les librairies, vous avez je ne sais pas combien de bouquins de bandes dessinées sur Surcouf. Hein. C'est Surcouf, le héros local, et ça interpelle quand même. Et à Cancale, par exemple, ils veulent que Surcouf soit né à Cancale. À Saint-Malo, ils disent pas question, il est né à Saint-Malo. Et chaque malouinière veut avoir eu Surcouf aussi. Donc il faut comprendre cette espèce de mythe qui est absolument incroyable. C'est pour ça que j'étais passionné par votre conférence, parce qu'il y a longtemps que j'attendais une sorte de démythification de Surcouf. Et ça serait sympa que vous veniez un jour faire cette conférence à Saint-Malo. Volontiers. C'est pas moi qui décide, mais je trouve que ça serait intéressant pour les Malouins. Je vais en faire une à Concarneau prochainement et une autre à Rennes. Je veux dire, ça vous manquait, ça. Voilà. Et la statue. Alors, excusez-moi, j'ai aussi une question. Je ne vois pas qui... Voilà, oui. Il se trouve que j'ai un ancêtre qui est l'exact contemporain de Surcouf et qui était capitaine corsaire à Bordeaux. Et c'est un illustre inconnu, sauf si j'arrive à faire son histoire aussi, mais sans avoir votre talent. Et lui n'a pas eu du tout la chance de Surcouf. En fait, Surcouf a sans doute eu la chance de ne pas faire faillite, comme mon ancêtre, qui était régulièrement, il écrit des lettres à sa famille, dans laquelle il raconte qu'il est, sa fortune fait les montagnes russes, parce qu'il est capable de vendre des pacotilles à Saint-Domingue et de faire un gros profit, mais entre-temps, son bateau est pris par les Anglais, il est fait prisonnier, il bénéficie d'un échange. Il a été fait prisonnier 3 fois et il a finalement fait fortune, perdu, fait faillite, etc. Et on perd sa trace. Une des solutions qu'il a trouvées pour ne plus être pris par les Anglais, c'est de se faire naturaliser américain. Voilà. Mais voilà, c'est pas du tout le même schéma de vie. Et j'aurais bien aimé qu'il fasse fortune, franchement. On vous comprend. Et Bordeaux, c'était plus difficile de faire fortune à Bordeaux parce que Bordeaux est le grand port et de la traite négrière avec Nantes. Ensuite, c'est La Rochelle et Saint-Malo arrive en dernier, ce qui permet effectivement aux Malouins d'essayer de gommer l'aspect traite négrière de Saint-Malo. Et Saint-Malo est un grand port de commerce, donc faire sa place, est devenu un grand port de commerce. Jusqu'en 1704, vous avez une géopolitique en France qui est totalement différente entre avant 1704 et après 1704. En 1704, les Anglais s'installent à Gibraltar. Ils y sont toujours. Et donc, la Méditerranée devient un lac anglais. Toulon, premier port de guerre en 1704, est le deuxième port de guerre après Brest, à partir de 1704. Et donc, Marseille est le premier port de commerce français jusqu'en 1704. Et c'est Bordeaux, le premier port de commerce français, en 1789. C'est l'Atlantique qui a coulé après Gibraltar, la Méditerranée. Ça, c'est une des grandes dates à retenir. C'est cette occupation de Gibraltar à partir de 1704 par les Anglais. Et c'est le déclin de Marseille, des échelles du Levant et de Toulon.
Et tous les chiffres le confirment. Vous avez 800 officiers de marine à Toulon avant 1704 et 400 à Brest. Le chiffre est totalement inversé ensuite, et aujourd'hui Brest, évidemment, est plus important que Toulon. Bien, puisqu'il n'y a plus de questions, vous pourrez retrouver Michel au stand numéro 240, qui signe dans 10 minutes le temps. Voilà, Voilà. vous signez ce livre. Merci. Merci.